Voilà. Merci beaucoup, Patrick, pour ces exemples de benchmark. J'imagine que vous aimeriez que tous vos collaborateurs fassent comme vous du benchmark partout. Écoutez, en tout cas, j'essaye de le faire. Ça prend un tout petit peu de temps, mais c'est souvent riche d'enseignements. Et puis là, ce n'est pas l'homme de Renault ou la femme de Renault qui vous le dit. Il suffit d'aller le voir, de le constater et, si possible, de le reproduire. C'est quand même relativement simple. Merci beaucoup, Patrick. On se retrouvera ensemble pour la conclusion en fin de convention. Merci à vous. On peut l'applaudir, Patrick, aussi. Alors, avant de rentrer, on l'a vu tout à l'heure avec Dorothée Bonassi dans le détail des essentiels, j'aimerais à nouveau prendre quelques minutes pour partager avec vous. Il n'y a pas de recette, à mon avis, en matière de qualité de service, mais il y a quand même quelques clés de succès, me semble-t-il. Et moi, j'en vois trois que je voulais partager avec vous aujourd'hui. La première d'entre elles, c'est de bien réaliser que le plus important, c'est de communiquer son état d'esprit. J'entends par là, en fait, qu'à mes yeux, il n'y a pas de bonne qualité de service en soi, il n'y a que des preuves de bon service. Autrement dit, ce que je pense vraiment, c'est que le service, on doit le sentir à chaque étape du parcours client. On a beaucoup parlé de parcours client. Vous savez, il y a plusieurs années, moi je me souviens, une des toutes premières fois où j'ai fait une intervention devant une grande salle comme la vôtre, c'était en fait à Cannes, à l'invitation d'un dirigeant français qui était le patron d'une compagnie d'assurance. C'était le président de la compagnie d'assurance, une compagnie française en 3 lettres. Tout le monde était dans la salle. Et il y avait l'ensemble des salariés de la compagnie. Donc je me suis dit, il doit y avoir des standardistes dans la salle. Elles étaient évidemment tout au fond parce que j'ai fait rallumer la salle. Je demandais où étaient les standardistes et j'ai demandé à ce qu'on les applaudisse. Alors, ovation pour les standardistes, qui ne comprennent pas d'ailleurs pourquoi on les applaudit. Et là, j'explique qu'à mes yeux, en tout cas à l'époque, on venait d'applaudir les 5 ou les 3 personnes les plus importantes de l'entreprise. Je voyais le président qui était au premier rang, qui est devenu gris parce qu'il pensait que c'était lui. Pas du tout, non, c'était pas le président, c'était pour moi les 3 personnes qui donnaient la première image d'accueil et de sourire au téléphone de cette entreprise. Et je prends souvent d'autres exemples. Je parlais des médecins tout à l'heure. Imaginez un médecin chez qui vous allez comme un patient, alors vous attendez pendant 1h30, il arrive enfin avec une blouse blanche, jusque-là rien de choquant, avec de grosses taches de sang, et il vous dit c'est à qui le tour? Et vous dites non, je crois que madame était avant moi, et puis vous barrez chez un type qui a l'air plus rassurant. Et ben moi, je vais vous dire un truc, dans mes cafés Columbus, une chaîne que j'ai créée il y a une dizaine d'années, ou dans vos concessions ou vos affaires, je crois que malheureusement, on a aussi parfois un petit peu des blouses tachées de sang. Pensez à FedEx. FedEx, dans le monde entier, Federal Express, ils décrochent le téléphone en une sonnerie, parce qu'ils sont aperçus que quand on vend de la vitesse aux entreprises, pour être crédible dans le fait qu'on peut transporter un colis de la salle Equinox emporté ce soir à 16h et qu'il doit être à Tokyo avant jeudi matin à 10h, il faut que tout aille vite et qu'à partir de 3, 4, 5 sonneries, on doute de la capacité de FedEx à transporter son colis dans les délais. Pensez à Photoservice. Vous savez, c'est une chaîne de développement photo qui vit les problèmes aujourd'hui de développement photo, mais qui a été un exemple en matière de qualité de service pendant des années. Eh bien, remarquez qu'ils ont toujours remis vos photos, quand vous veniez les chercher, avec un gant blanc, qui témoignait simplement du soin qu'ils portaient au développement de leurs photos. De la même façon que le jour où j'ai interviewé Jean-Claude Decaux il y a 20 ans de cela, pour mon bouquin Service compris, il m'avait dit, vous savez, tout le monde croit que j'ai inventé l'abribus. Moi, la seule chose que je revendique, c'est le seau d'eau et la peau de chamois. Parce que je pense que tout ce qui porte ma marque doit toujours être impeccablement propre. Et c'est notamment comme ça qu'il a gagné des contrats dans le monde entier. Ben, vous voyez, quand je donne ma voiture à une concession Peugeot et que, par exemple, en la repartant, eh bien, la station de ma radio a été déréglée, le siège a été un petit peu avancé, il n'a pas vu qu'il manquait du liquide pour nettoyer mon pare-brise, ben, je doute, finalement, parce qu'il n'a pas été sensible à ces détails, de sa capacité à faire bien les grandes choses. Je crois que tout l'art est dans les détails. Deuxième idée clé, c'est que votre client, il attend une seule chose, c'est que vous lui simplifiez la vie. Vous savez, les Américains, ils ont compris ça il y a longtemps, mais ils ont aussi compris pourquoi on avait autant de mal à le faire. Parce que simplifier la vie de son client, ça revient toujours à se compliquer sa vie à soi. Vous savez, il y a un exercice que j'adore faire, j'espère qu'il n'est pas avec nous cet après-midi, ça permet de dénicher dans une entreprise qui est le directeur informatique. On demande simplement, on pose la question, une question un peu compliquée, et on repère le premier qui dit c'est impossible. En général, c'est lui qui est directeur informatique. Et il n'est pas là cet après-midi, je vais peut-être me faire virer définitivement, mais simplement ce qui est intéressant, c'est qu'il vous dit, mais les clients ne comprennent rien à nos factures. Et elle a dit, oui, mais ça c'est le logiciel, on ne va pas le changer. Et moi je dis en général, changez vite de directeur informatique avant que vos clients ne changent de fournisseur, parce que le client ne supporte plus aucune contrariété. La troisième clé, c'est de personnaliser encore plus vos relations avec chacun de vos clients. Vous savez, acheter une voiture, c'est, je l'ai dit tout à l'heure, probablement le plus bel achat de sa vie. On ne le fait pas tous les ans, c'était un vrai plaisir. Et toute la phase d'achat et de livraison de la voiture, c'est un vrai bonheur pour un client. En revanche, ensuite, c'est forcément un cauchemar. C'est-à-dire qu'on vient vous voir parce qu'on a eu un accident, parce qu'on a un embrayage qui est cassé, parce qu'il y a une révision, on va dépenser de l'argent et cette partie-là n'est pas un plaisir. Et on vivra d'autant mieux cette contrainte qu'on aura développé avec chacun de ses clients une relation personnelle. Vous aviez un de vos anciens présidents, et vous le savez sans doute, qui vous disait toujours « il ne s'agit plus de vendre 100 voitures,
mais 100 fois la voiture d'un client. Et moi, ça me rappelle McDonald's. Vous savez, McDo, c'est l'entreprise que tout le monde déteste, mais chez qui tout le monde va, et qui fait une fois par an un truc intéressant. Il ferme le siège social de l'ensemble des McDo dans le monde en même temps, et l'ensemble des cadres dirigeants de toutes les entreprises McDo dans le monde vont dans les restaurants pendant une journée pour couper des frites, nettoyer les toilettes, enfin retrouver la vraie vie. Et en fait, ce jour-là, ils invitent des partenaires, et moi, il m'avait invité, il m'a dit, tiens, on va te mettre pendant le rush derrière le comptoir. Et puis il m'a dit, mais attention, parce que chez McDonald's, on vend chaque jour dans le monde 42 millions de hamburgers. Mais un par un, me disent-ils. Il me dit, tu sais, tu vas vite le voir, 42 millions, c'est assez facile. C'est un problème de logistique, de supply chain, d'organisation, etc. Mais un par un, et puis surtout, tu vas voir. Quand on va te demander pour la 42e fois de la journée de leur souhaiter bon appétit avec ce qu'on leur donne, c'est super difficile, me disent-ils. J'ai confirmé après, effectivement, qu'il fallait beaucoup avoir le moral. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est le même problème que vous. Pour le client, c'est son seul hamburger de la journée, mais pour nous, c'est un acte totalement répétitif. Et il nous faut faire cette espèce d'effort surhumain pour nous rapprocher un petit peu des gens. Vous savez, on a un vrai problème français, c'est qu'on n'est pas sensible beaucoup aux autres et encore moins aux détails. J'en veux pour preuve, puisque votre nouveau président vient du Japon, il apprécierait peut-être cette anecdote. J'avais, il y a quelques années, quand j'étais à l'expansion, au début de ma carrière, emmené des gens au Japon pour un voyage benchmark, des patrons français. Et il se trouve que, vous savez, les Japonais sont très sensibles aux cadeaux quand on ne se connaît pas. Donc j'avais emporté toute une série. À l'époque, on avait des faux stylos, un peu comme ce faux stylo, ça c'est un vrai Mont Blanc. C'est pas pour frimer, c'est juste pour vous raconter mon histoire. Et en fait, là, j'avais pris des faux Mont Blanc, c'est-à-dire en fait des trucs qui ressemblaient un peu à ça, mais quand même beaucoup moins jolis. J'ai remis le cadeau, on s'était salué pendant 3 jours. Et puis, 2 ans après, il revient en France. Il me demande de le rencontrer dans un petit déjeuner. Et puis, je vais le voir avec beaucoup de plaisir. Et à un moment, il veut écrire quelque chose et il sort mon stylo. Ah, je me dis vraiment, j'ai vachement bien fait de lui offrir ce stylo, il a l'air d'y être beaucoup attaché. Puis à un moment, je me suis dit, non, c'est pas possible, soit c'est un formidable gestionnaire de stylo, soit vraiment. Puis en même temps, je dis, non, pas du tout. La réalité, c'est que ce stylo qui était un cadeau avait une valeur affective et de respect de la personne. Et il s'était organisé pour le ressortir ce jour-là. Et j'ai compris la différence entre nos amis japonais et nous-mêmes. Un Français qui rentre au bureau après un tel voyage avec ce stylo, il va voir sa secrétaire, il lui dit, tiens, on m'a filé une merde, si tu veux, je te le file. Ça, c'est la démarche française, si vous voulez. C'est un peu dommage, parce que ça fait un monde de différence. J'en aurais fini en vous disant que c'est pas si compliqué que ça. Il faut, aimer les gens, et il faut arriver à penser autrement. Vous savez, moi, je suis toujours très frappé de voir combien des idées neuves, même dans des business anciens, naissent dans la tête des autres. C'est-à-dire, en clair, vous cherchez une solution à votre problème, vous la trouvez rarement tout seul. Et j'en veux pour preuve qu'un jour, un de mes copains qui travaillait dans un immeuble de bureau parisien haussmannien, un peu ancien, avec un ascenseur extrêmement lent, se plaignait de cet ascenseur. Tout le monde en avait marre et on dit il faut changer l'ascenseur. Manque de peau, c'était compliqué. Et quelqu'un dit mais pourquoi ne pas mettre des miroirs dans l'ascenseur? On se dit bon, il a toujours été un peu bizarre ce gars-là. On met des miroirs dans l'ascenseur, miracle, tout le monde rentre de vacances et dit waouh, génial le nouvel ascenseur. On avait juste changé de problème. C'est-à-dire que dans un ascenseur sans miroir avec la moquette marron, on s'ennuie gravement. Et dans un ascenseur avec un miroir, on a à peine le temps de remettre sa cravate et on dit il est arrivé, le nouvel ascenseur est plus rapide. Juste pour vous dire qu'il faut penser en dehors de la boîte, comme disent nos amis américains, et que je vous assure que ça fonctionne.